Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et très content de vous retrouver avec Stan. Stan, ça roule? Ouais, tranquille, ça va et toi? Ouais, on est là, hein. Franchement, ça fait plaisir les gars, on a eu une petite trêve nous aussi, tu vois, trêve internationale. Ouais. Chacun ses problèmes internationaux, donc du coup là, ça fait plaisir de retrouver tout le monde pour le dernier, j'ai envie de dire, stretch de l'année. On va rentrer là dans le dernier mois de l'année, c'est toujours excitant, il va se passer plein de choses dans le monde footballistique, donc voilà, on est chaud là. Exactement, et il se passe un gros truc, notamment ce week-end, samedi soir. Je serai en live sur ma chaîne pour faire un petit truc autour du tirage comme d'habitude. C'est l'Euro. Tirage de l'Euro 2024. On va connaître les groupes de cet Euro qui se joue du 14 juin au 14 juillet, donc c'est dans 6 mois à peu près, 6 mois et demi, début de l'Euro. Et pour l'instant, on connaît 21 des 24 sélections. Donc on a dans le chapeau 4, ce sera les 3 vainqueurs de play-off ça se joue en mars, donc pour l'instant on les connaît pas, mais sinon le reste du chapeau 4 il est très costaud parce que c'est Suisse, Serbie et Italie. Chapeau 3, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Croatie, Écosse, Pays-Bas, ok. Le chapeau 2 il est peut-être un peu plus abordable que ce qu'on pourrait penser, c'est Autriche, Albanie, Danemark, Roumanie, Turquie, Hongrie, même si en vrai il y a quelques petites équipes sympathiques là-dedans, on va en reparler. Et enfin le chapeau 1, c'est donc 6 équipes dans chaque chapeau, le chapeau 1 c'est Angleterre, Belgique, Espagne, France, Portugal et le pays hôte, donc l'Allemagne. Comme vous le savez, chaque Euro, depuis un moment maintenant, c'est la même chose. Les 4 meilleurs troisièmes se qualifient aussi, parce que depuis quelques Euros, on a mis en place des huitièmes de finale. Donc, pour faire des huitièmes de finale, sur ces 6 groupes, il faut aussi les 4 meilleurs troisièmes. Ensuite, c'est classique, quart, demi. La finale, elle est à Berlin, le 14 juillet, le même soir d'ailleurs que la finale de Copa América, qui se tient dans le même temps, qui commence un petit peu plus tard, genre le 20 juin, et qui finit le 14 juillet. Voilà, on a beaucoup de choses à raconter. Je pense qu'on va essayer de faire un petit peu comme ce qu'on a fait avec la Ligue des Champions, un petit power ranking, top 5 des meilleures sélections. J'ai 2-3 questions aussi, mais la première c'est pour Stan, qu'est-ce que tu penses de l'Euro en vrai? Parce que c'est une question qui m'intéresse parce que perso l'Euro, voilà, pour moi c'est en gros comme la Coupe du Monde. Pour mon niveau d'excitation, d'attente et de kiff sur le moment, peut-être genre la Coupe du Monde c'est 110%, mais l'Euro c'est 100%. Je suis hype à mort chaque fois que ce tournoi arrive. Mais ça c'est de ma position, disons, en tant que Français, maintenant qui vit aux Pays-Bas, qui vit en Europe. C'est mon continent, il y a mon équipe aussi qui joue, donc il y a toujours un truc autour de l'équipe de France forcément à suivre. Mais toi voilà, t'es Sénégalais, Canadien, si je me trompe pas. Donc là tu vis au Canada, si je me trompe pas, t'as jamais vécu en Europe. Donc ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton ressenti, ton point de vue par rapport à l'Euro. Qu'est-ce que t'en penses en gros? Non, toi, tu aimes trop les questions colle là, tu vois. En fait, il faudrait que tout le monde sache que, tu vois, Bilou, il aime trop faire ça. C'est que Bilou, il t'avertit pas, il vient pas, il te pose une question comme ça, il te met en pleine improvisation. C'est un professeur, je vous ai dit, c'est monsieur le professeur, interrogatoire surprise. Non, écoute, l'Euro, franchement, à prime abord, tu me dis l'Euro. Moi, les premiers souvenirs que j'ai, rapidement, j'ai envie de dire, c'est Euro 2000, tu vois. C'est Euro 2000, okay. C'est, je pense que c'était une demi-finale Pays-Bas-Italie, je pense. Okay. Ça va au penalty et tout. Un grand Francesco Toldo. Genre, il y a des trucs comme ça qui me viennent, quoi. Tu vois, genre, après, il y a la finale avec la France, tu vois. Donc, il y a la reprise de volée, il y a la fin de match qui est extraordinaire, et puis tout. Donc, ouais, pour moi, l'Euro, en tout cas, moi, personnellement, ça a toujours été une compétition que j'ai toujours suivie, tu vois. Donc, d'un point de vue externe, ça a toujours été une compétition intéressante. Après, tu me diras pourquoi. Je te dirais peut-être parce qu'on suivait déjà la plupart de ces joueurs-là dans leur club, tu vois. Donc, du coup, automatiquement, à la fin de la saison, ben, ce rassemblement de joueurs-là que tu as l'occasion de voir durant toute une saison dans les différents championnats, ben, tu as envie de le voir, tu vois. Donc, oui, moi, je m'en rappelle. Je pense Euro 2004, France-Angleterre, les coups francs de Zizou. Donc, il y a plein de moments comme ça. 2008, quand Domenech, il sort, il dit que lui, maintenant, il va se marier. En fait, chaque Euro avec son délire, tu vois. En Afrique, on suit pas mal l'Euro, tu dirais? Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que les gars, ils suivent beaucoup la Coupe d'Europe. Je pense que c'est une compétition qui est suivie, peut-être même plus que la Copa América, avec des horaires qui sont plus favorables, tu vois. Donc ouais, non, pour moi c'est une grande compétition. Après, c'est sûr et certain que chacun j'ai envie de dire son continent, donc chacun ses confédérations. Donc et ça tombe bien, dans la même année où t'as l'Euro, t'as aussi une Coupe d'Afrique des Nations. Et pour nous c'est le même feeling, quoi. C'est la même chose, tu vois. C'est un
peu différent parce qu'effectivement, c'est pas tous les jours que tu as l'occasion de suivre dans les différents championnats, tu vois, parce que là, tu regardes l'équipe de France, il y a pas, je pense que parmi les 23 Français, tous les boys, on les voit peut-être chaque week-end, on en voit au moins plus de 70%. Tu regardes les Italiens, les gars qui regardent la Serie A, ils verront que les mêmes joueurs, ils les revoient. Tu regardes l'Espagne, c'est la même chose, tu vois. Donc en Afrique, c'est un peu différent. Cependant, l'engouement reste toujours le même. Donc non, moi je trouve ça très bien. Moi, franchement, j'ai toujours été un grand fan personnellement des coupes continentales, l'Euro, la Copa América, la CAN. Maintenant, il faut que je fasse des efforts aussi pour la Coupe d'Asie. On l'oublie, mais en plus, c'est cette année en plus, c'est en même temps que la CAN. C'est en même temps que la CAN. Là, on a tous les continents, c'est Coupe d'Asie en même temps que la CAN et Copa América en même temps que l'Euro, janvier et juin, juillet. Donc ok, bah cool, non, ton point de vue m'intéressait là-dessus. Perso, je dirais juste le truc qui m'embête un peu récemment avec l'Euro, c'est les qualifications des meilleurs troisièmes sur la phase de groupe, genre 4 des 6 meilleurs troisièmes qui vont au prochain tour. J'aime bien qu'il y ait des huitièmes de finale, mais je suis pas hyper fan de ces phases de groupe où t'élimines très peu d'équipes, ça enlève un petit peu de piment à la phase de groupe, mais sinon juste le foot international en général, pour moi c'est le truc que je kiffe le plus en foot, et la puissance compétitive de l'Euro, comme t'as dit, avec c'est un peu la famille, c'est les gars qu'on voit chaque week-end, et là on les retrouve, ça c'est assez cool. Pour préparer cette vidéo, et pour moi le truc qui était un petit peu sympa de cette vidéo, c'était avant le tirage, présenter un petit peu aux gens les différentes équipes, et même soi-même réviser un petit peu, parce que sur les trêves internationales, moi je suis surtout l'équipe de France, je suis pas en train de regarder méticuleusement chaque groupe, la trajectoire de chaque sélection, donc avant chaque grande compétition, c'est un peu la phase de révision là-dessus, et j'ai essayé de faire un petit peu mon top 5 des sélections qui arrivent avec le plus de force ou qui sont peut-être les favorites pour le titre. Mais avant ça, peut-être, est-ce que parmi celles que tu as regardées, il y en a une qui t'intéresse plus que les autres? C'est quoi ta sélection qui se retrouve dans la position la plus intéressante? C'est pas forcément celle qui est la favorite pour le titre, mais juste elle t'intéresse beaucoup en ce moment. J'ai toujours ce petit penchant-là pour l'Angleterre, tu vois, parce que c'est un championnat que je suis beaucoup. Donc, pour moi, j'ai envie de dire que si je me dis aujourd'hui, s'il y a une sélection que j'ai envie de suivre en particulier, de regarder au courant de l'Euro et de me dire, est-ce qu'ils sont capables d'aller le faire, d'aller chercher ce titre-là, qui leur échappe depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Depuis 66, il n'y a pas de titre international pour l'Angleterre, en fait, qui a jamais gagné l'Euro. Cette Coupe du Monde-là, ils ont organisé, ils ont gagné. Ça va, c'est bon quand même. Franchement, il fallait au moins leur donner ça. Mais sinon, mis à part ça, ça a toujours été un championnat très attractif, des superbes joueurs. Cette année, quand même, il y a une belle génération, je pense, l'Angleterre, des top players. Bellingham est au top de sa forme. Franchement, je pense que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a une réincarnation de Zinedine Zidane. Bellingham, Kane, cet axe-là. Ouais, non, mais c'est abusé. Bellingham, Kane, Phil Foden, Bukayo Saka. T'as vu Saka? En fait, nous, on oublie un peu, tu vois, les gars, nous oublient, tranquille. Arsenal, on est là en Ligue des Champions, tu vois. On s'est géré, relax, tranquille, quand même, pour des gars qui étaient pas là depuis 7 ans, tu vois. Donc tu regardes les jeunes qui ont performé, tu regardes Saka, tu te dis ouais, c'est exceptionnel, je pense qu'il est meilleur passeur décisif en ce moment en Champions League et tout. C'est des gars qui sont très bons, qui sortent d'une belle Coupe du Monde aussi, ils sont tombés face à une belle équipe de France. Je pense qu'ils auront à apprendre de cette défaite-là. J'aime aussi le fait que Southgate commence un tout petit peu à se gérer, parce que franchement, le premier ennemi de l'Angleterre, c'est Gary Southgate, c'est vraiment lui le problème aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire que c'est une équipe moi qui m'intéresse beaucoup, c'est l'Angleterre. Après il y en a d'autres, hein. il y a d'autres, il y a le pays hôte, il y a la France, l'Espagne, tout ça. Angleterre, c'est mais bien. Mais l'Angleterre, c'est vraiment ce petit pays, c'est pas ce petit pays, c'est ce petit truc-là qui me fait dire, est-ce que c'est cette année, quoi, franchement, parce que là, l'année, l'équipe est belle. L'équipe est belle, donc il y a moyen peut-être, on va voir. Bah, c'est sûr, dans mon top 5, dans mon power ranking, et c'est un truc dont on avait parlé déjà ensemble il y a quelques semaines, quelques mois, pour moi l'Angleterre ils sont tout en haut, un peu à égalité avec la France, c'est un petit peu difficile à départager, parce que d'un côté la France c'est le plus gros vivier de talent du monde, je sais pas si on a déjà vu une liste de 23 joueurs aussi puissantes que celle que l'équipe de France peut mettre, et en vrai l'équipe de France pourrait faire facile 2 équipes compétitives pour n'importe quel tournoi international. Il y a tellement de talent en ce moment, c'est une équipe qui reste sur 2 finales de Coupe du Monde consécutives, et en plus la France a un truc à corriger, a besoin de se rattraper du dernier Euro justement, où on reste vraiment sur une grosse frustration, mais l'Angleterre, tu sens, moi je sens que c'est un peu la période de l'Angleterre en ce moment. C'est un peu l'ère de l'Angleterre, grave impulsée par la Premier League.
On est vraiment là dans l'ère de la Première Ligue. On a eu l'ère de la Liga, Cristiano Ronaldo, Messi. Années 90, on avait l'ère de la Serie A. Là, on est vraiment, c'est le moment de la Première Ligue. Depuis un moment maintenant, mais même en Coupe d'Europe à une époque, ça performait pas si bien que ça, les Anglais. On disait, ouais, ils ont leur gros championnat, mais en Coupe d'Europe, bon, là maintenant, c'est clair et net. Et dans toutes les compétitions d'ailleurs, que ce soit C1, C3, C4, même Conference League, genre West Ham, etc. L'Angleterre est surpuissante. Et sur l'équipe qui sont capables d'aligner, t'as parlé de Bellingham, je parlerai de Kane. Et je vais dire, dans ce tournoi, un truc qui m'intéresse à l'Euro 2024, il n'y a qu'un seul avant-centre vraiment d'élite. Pour moi, en vrai, dans le foot mondial, j'aime bien Lautaro Martinez, j'aime bien Osimhen, etc. Mais pour moi, il y a vraiment que 2 attaquants de Tier 1, c'est Haaland et Kane. Haaland, il n'est pas à l'Euro. D'ailleurs, ça, on ne l'a pas mentionné, mais la Norvège ne s'est pas qualifiée pour l'Euro. Mais mes craintes là-dessus se sont matérialisées. Et du coup, l'Angleterre est la seule sélection à avoir vraiment ce 9 élite avec Harry Kane. Kane, Bellingham, ça fait flipper. On a Kyle Walker, qui est un peu une solution à lui tout seul. On l'avait vu contre Kylian Mbappé, notamment en quart de finale de Coupe du Monde. Avoir lui, c'est pas mal. On a Declan Rice, Foden, James Maddison qui s'est blessé, mais est-ce qu'il peut revenir? Le niveau qu'il montrait en début de saison à Tottenham, absolument incroyable. Et puis la trajectoire, elle est ascendante. Southgate, il n'a pas tout réussi, mais il a quand même mis un calme, une tranquillité d'ensemble autour de la sélection. Et les performances, quelque part factuellement, elles sont là. Même si j'avais pas trouvé l'Angleterre phénoménale en 2018, ils font une demi-finale. En 2021, ils sont à une séance de tir au but d'aller rafler ce titre qui leur échappe depuis si longtemps contre l'Italie à la finale de l'Euro. En 2022, ils sont éliminés en quart de finale, donc on peut penser que c'est un pas en arrière, mais c'est contre la France, dans un match qui était un des 2 meilleurs matchs, ou un des 3 meilleurs matchs de la Coupe du Monde, je pense, ce France-Angleterre quart de finale. Donc ouais, on vit à leur époque, on vit leur ère, ils ont encore quelques soucis, notamment défensifs, genre le fait que Maguire soit encore titularisé, ça montre que c'est pas encore, tout n'est pas encore parfait, clair, mais je suis d'accord avec toi sur l'Angleterre, pour moi, ils sont dans la position, ils sont dans une vraie position de force, et quelque part aussi, ils se doivent enfin d'aller gagner un titre. Donc ouais, clairement à surveiller, mais c'était pas mon choix. Moi, mon choix pour mon équipe qui m'intéresse le plus, celle que je trouve vraiment, ça va être fascinant parce que il y a tellement d'enjeux, de pression, de talent. Pour moi, c'est le cocktail parfait. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une sélection qui reste sur 2 éliminations consécutives en phase de groupe de Coupe du Monde, au dernier Euro qui sont sortis en 8e de finale, et pourtant, ils ont un vivier de talent sur certains postes que je trouve monstrueux, et c'est chez eux. Donc là, c'est à la fois l'opportunité qui est sympa pour rebondir, et en même temps, la pression, elle doit être maximale. Ils ont changé de coach donc parce que ça se passait pas bien avec Hansi Flick, ils ont pris Julian Nagelsmann, mais même là, sur les 2 derniers matchs, c'est 2 défaites contre la Turquie et l'Autriche, donc ils sont pas du tout rassurés avant d'arriver à leur tournoi. Si on regarde en 2023, ils ont joué 11 matchs amicaux, pour se préparer pour l'Euro, 3 victoires seulement. 3 victoires sur les 11 derniers matchs pour cette Allemagne. Depuis la fin de l'ère Joachim Löw, après l'Euro, etc., ils n'ont toujours pas réussi à rebondir. Et pourtant, comme on dit, le talent... moi, quand j'ai fait une analyse sur Leverkusen récemment, Florian Wirtz, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et quand tu dis que tu as une équipe où tu as Wirtz et Musiala, pour moi, tu as 2 des plus beaux joyaux, les plus beaux diamants qui existent dans le foot européen. Et en plus, sur ces postes centraux, t'as Kimmich, t'as Gundogan. En vrai, tu pourrais faire un carré un peu carré guardiolien là, avec les 2 milieux centraux et les 2 milieux offensifs de demi-espace. Kimmich, Gundo un peu reculé et Wirtz, Musiala un peu avancé. C'est absolument incroyable. Dans les bonnes conditions, normalement, c'est un carré magique. Personne ne devrait résister à ça. Et après, t'as d'autres joueurs. Jonas Hoffmann, qui est excellent avec Leverkusen. Brandt, même Thomas Müller, qui n'est pas encore totalement fini. Quand il rentre, ça peut être intéressant. Et puis derrière, ça c'est plus pour les milieux offensifs, mais derrière, il y a aussi Goretzka. Il y a Pascal Gross, qui est toujours aussi bon avec Brighton, qui fait partie des joueurs à suivre et des joueurs kiffants à Brighton. Au milieu, dans l'axe, il y a vraiment une grande richesse. Et en plus, en ce moment, Sané joue bien. Donc en Allemagne, il y a vraiment le talent, mais il manque des trucs, quoi. Ça joue pas bien, ils n'arrivent pas à trouver l'étincelle, la formule, et ils n'ont pas de neuf. Parce que quand on parle de l'absence, pour moi, il y a une vraie crise,
absence de numéro 9 élite en ce moment dans le foot européen. Eux, ils n'ont pas de 9. Eux, ils jouent les matchs avec Füllkrug en 9. Et l'Allemagne, c'est un vrai pays de 9. C'est l'Allemagne de Gerd Müller, de Miroslav Klose, de Uwe Zieler. C'est l'Allemagne de tellement de gars. C'est Rudi Völler, Rummenigge, etc. Normalement, il y a un Bombardier devant, il y a un Kaiser devant. Et il leur manque cette pointe. Donc ça, c'est un truc. Défensivement, c'est pas top aussi. Et défensivement, c'est important en compétition internationale. Je pense quelque part le template, le blueprint, la recette du succès en compétition internationale qui a été posée par la France, un peu par l'Angleterre récemment, ça part surtout du secteur défensif très très solide. Ça manque aussi. Donc il y a beaucoup de trucs à suivre en Allemagne et c'est chez eux. Et c'est chez eux du début à la fin. Il n'y a pas de compétition partagée avec un autre pays, etc. Donc je trouve que l'Allemagne, c'est vraiment fascinant. Yeah, bonne chance à eux. Franchement, ça risque de pas être facile. Après, ils ont un coach que moi, je trouve assez intéressant. Tu vois, s'il y a un gars qui est capable de gérer une certaine pression, d'aller relever ce genre de challenge un peu fou là, de se dire est-ce que tu peux remettre le football allemand un tout petit peu sur la map internationale? Parce qu'effectivement, franchement, ce qui s'est passé récemment, déjà 2018, on s'est posé certaines questions. On s'est dit c'est pas grave. Ils sont revenus avec à peu près le même effectif avec lequel ils ont gagné en 2014 et tout. Ils ont ramené des Tontons, des Ozil, tout ça. On s'est dit allez, c'est pas grave. Ils ont cherché leur bouc émissaire, ça s'est mal passé, on passe à autre chose. Mais la dernière fois, c'était scandaleux. Franchement, la dernière fois, c'était vraiment scandaleux. Et ça a été très compliqué. Ça a été compliqué à tous les niveaux individuellement. À part Moussiala, moi, il n'y a pas un boy qui sort du lot. En fait, j'ai l'impression de la dernière Coupe du Monde dans ma tête à moi. Et Füllkrug, parce qu'il est rentré à un moment donné, il a claqué des buts. Sinon, mis à part ça, voilà, il y a personne dans ma tête qui sort un peu hors du lot. Donc oui, l'Allemagne a un très gros challenge. Maintenant, Nagelsmann, pour moi, il est capable de le faire. Maintenant aussi, bon, moi j'ai hâte de voir parce que là, comme tu dis, les derniers résultats, ils sont pas bons. Kai Havertz, il joue latéral gauche. En fait, c'est qu'il y a des trucs aussi, nous, on comprend pas, tu vois. On regarde de loin aussi, on comprend pas. Donc, attendons de voir ce qu'il va proposer. Mais ouais, grosse pression sur les Allemands. S'ils ratent la compétition là à domicile, je sais pas comment ils vont faire pour s'en relever, franchement. Et en plus, j'ai l'impression qu'avec Nagelsmann, c'est pas certain que ce soit un coach de sélection. J'ai entendu des petits bruits de couloir, comme quoi s'il demandait un petit peu trop de travail tactique, il coachait un peu l'Allemagne comme un club, etc. Donc même là, il y a aussi une courbe d'apprentissage. On sait qu'avec Nagelsmann, moi j'aime beaucoup, mais il y a toujours un potentiel de tension et de friction avec les joueurs. Parfois, le courant passe super bien. Est-ce que l'Allemagne, c'est si différent que ça du Bayern, où ça s'est vraiment pas bien passé pour Nagelsmann? Donc c'est tout ça et c'est à la maison et c'est génial. C'est un point très pertinent effectivement parce que tu retrouves les mêmes mecs du Bayern déjà. Un peu ouais. Tu retrouves à peu près c'est c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, compliqué mais kiffant. Mais kiffant. Je pense que je les mets quand même un petit peu comme quand on a fait le truc sur la Ligue des Champions. À ma 5e position, je mettais le PSG parce que même si ça se passe pour l'instant très mal ou pas super bien, le plafond me semble élevé si ça se met à bien marcher parce qu'il y a tellement de talent. C'est pour ça que moi j'ai mis l'Allemagne 5e sur mon power ranking. En plus ils sont à la maison, donc on peut imaginer un monde où ça tourne bien et où ça marche très fort. Ils ont tellement de choses à se faire pardonner. Mais voilà, moi je les mets grosso modo à cette position. Et après 4 et 3, il y a des prétendants, j'ai mis consécutivement Espagne et Portugal. Pour l'Espagne, le truc c'est que c'est jamais une équipe que j'ai envie d'affronter. L'Espagne, elle me fait toujours un petit peu flipper parce que tu sais qu'avec eux, tu vas subir leur plan A, ça veut pas dire qu'ils vont réussir à te battre parce qu'à la finition, il y a toujours des problèmes. Même si Morata, ça va un peu mieux récemment, c'est pas leur meilleur secteur. Mais tu sais que tu vas faire un match où tu vas laisser 65% du ballon. Tu sais que tu vas subir le style espagnol. Et ils ont quand même plein de talents, plein de qualités avec des petits qui vont être kiffants à suivre aussi. Lamine Yamal à l'Euro, ça c'est quand même une des belles histoires. Ils ont Baldé, ils ont Pedri, donc ils ont un peu la jeune colonne vertébrale du Barça. Et puis il y a Rodri qui est devenu un peu superstar avec Man City, joueur tellement important. Donc l'Espagne, je mettrais, je pense, un peu dans cette position. Et puis après il y a le Portugal dont on peut parler, mais toi, est-ce que tu les vois aussi dans cette zone ou qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Espagne, Portugal, franchement, deux très belles équipes. Après, à chaque Euro, tu les attends normalement en tant que favoris, tu vois. C'est qu'il y a des équipes aussi à l'Euro, normalement, elles arrivent et dans la conception, je pense, des gens, on s'est dit, ok, c'est des équipes qui sont capables d'aller chercher le titre. Maintenant, l'Espagne, je trouve que c'est une belle équipe. Oui. Maintenant, ils sont trop inconstants. C'est ça leur problème, en fait.
Tu vois, c'est qu'ils sont capables du meilleur comme ils sont capables du pire, comme ils sont capables aussi d'un jeu des fois assez stéréotypé, qui peut être ennuyeux aussi et tout. Donc je sais pas, franchement, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. L'Espagne, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu par l'équipe. Après, on va voir. Hein. Franchement, ça reste une belle équipe, des bons jeunes, des boys pertinents. Comme tu as dit, Lamine Yamal, tout ça. En défense aussi, il y a le boy Pau Torres, qui est quand même assez pertinent, qu'on a eu l'occasion de voir en plus récemment là en Première Ligue. Il y avait un très bon match de Première Ligue avec Aston Villa. Donc je sais pas, moi c'est comme j'ai dit, c'est l'inconstance en fait qui me fait dire que l'Espagne est capable de nous bluffer, d'arriver jusqu'en finale, comme ils sont capables de ne pas se gérer et de sortir à un moment donné de la compétition, tu vois. Par contre, le Portugal, d'un autre côté, je sais pas, j'ai un feeling que le Portugal ça peut être intéressant. Déjà, déjà il y a eu du changement au Portugal. Ouais. Déjà, tu vois, il y a eu un gros changement. Il y a vraiment eu un gros changement. Il y a eu un gros changement, mais pas deux gros changements. Oui, mais c'est-à-dire que le tonton, on peut pas virer deux tontons en même temps, aussi, Vilou, franchement, faut faire doucement. C'est on va virer deux tontons, tu vois. Donc déjà, Santos, il est parti. Déjà là, t'as quand même, j'ai l'impression qu'il y a un changement de vibe un peu. Donc le Portugal, si je me trompe pas, ils ont fait 30 points, non? Ils ont fait 10 sur 10, là. Exactement. C'est la seule équipe dans ce cas, 10 matchs, 10 victoires, avec 9 clean sheets, 36 buts pour, 2 contre. Bah c'est ça en fait. Donc déjà là ils sont très rassurants. Quand ils arrivent dans cette compétition là, tu te dis bon, les gars ils ont fait des grosses qualifications, ils sont très rassurants. Maintenant ça ne veut pas dire que tu vas réussir ta compétition. L'Angleterre a souvent ici fait des qualifications, je pense à 10 sur 10 et après arriver en compétition, ça a été plus compliqué. Cependant, c'est une équipe du Portugal que moi je trouve quand même déjà sur le papier est très intéressante. Il y a des joueurs qui sont très talentueux, mais au-delà de cela, finalement, bah j'ai l'impression qu'avoir viré un des tontons, c'est-à-dire Santos et Cristiano Ronaldo qui est toujours là, qui n'est pas parti, ça n'a pas finalement gâté l'évolution de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que l'équipe continue à être cohérente. Les joueurs sont très bons. Il y a des gars qui prennent leurs responsabilités en ce moment en équipe nationale, des Bernardo Silva, des Bruno Fernandes. Donc ouais, pour moi, franchement, c'est une équipe du Portugal qui pourrait s'en sortir, cette année. Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose d'assez intéressant, tu vois. Je sais pas. J'ai plus confiance au Portugal qu'en l'Espagne. Et encore une fois, comme j'ai dit, l'Espagne, c'est parce qu'ils sont trop inconstants, en fait. On sait jamais comment est-ce qu'ils vont s'en sortir dans la compétition, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre. Le talent, il est là. Maintenant, c'est comme à la dernière fois. La dernière fois, tu regardes l'Espagne avancer dans la compétition, tranquillement, tout ça. Quand ils arrivent en demi-finale face à l'Italie, ils sont à rien de se qualifier en plus. Moi, j'ai adoré l'Italie à 7 €, mais l'Italie avait énormément souffert contre l'Espagne. Et en vrai, je pense que l'Espagne aurait dû gagner cette demi-finale. Donc ouais, non, carrément, c'est pour ça. L'Espagne, jamais kiffante à jouer. Et le Portugal, le truc avec leur performance dans leur groupe de qualif, c'est que c'était le groupe de qualif le plus faible de la compétition, d'assez loin, je dirais. Non mais faut pas faire vos affaires là. Après les gars vont dire que ouais, à chaque fois que Cristiano il joue le Luxembourg, Saint-Marin et puis machin. Je dis, chacun sa chance. Mais tu sais, Cristiano, moi je suis trop content de le revoir. Hein. Ça pour le coup, c'est un truc avec le Portugal. Je suis content qu'il soit débarrassé de Santos parce que je pense qu'il avait besoin de trouver une autre formule. Ça se passe plutôt pas mal avec Roberto Martinez, qui était un choix un peu surprenant pourtant, après son flop avec la génération dorée de la Belgique, etc. C'était marrant, mais je suis très content qu'il soit débarrassé de Santos et en même temps je suis très content qu'ils aient gardé Ronaldo. Je sais pas encore parce que j'ai pas vu beaucoup de matchs du Portugal. J'ai vu aucun des matchs de qualif récemment. Les derniers matchs du Portugal que j'ai vus, c'est à la Coupe du Monde. Je sais pas trop ce que ça va donner avec Cristiano Ronaldo collectivement et si le Portugal va réussir à tirer le meilleur de leur groupe, de leur équipe, je veux dire, de leur réservoir de talent qui est hors norme. Moi, on a parlé de France et Angleterre qui ont les deux meilleures poules de talent du monde, je pense. Mais le Portugal, c'est quand même... t'as des joueurs d'élite, absolument d'élite à chaque ligne. T'as parlé de Bernardo Silva, de Bruno Fernandes. Il y a João Félix, il y a Ruben Dias, il y a Cancelo. La France a brillé en envoyant toutes ses pépites et tous ses prodiges à l'international dans les grands championnats. Et ça, c'est un peu le modèle Didier Deschamps aussi, qui adore que les gars jouent
à United, à la Juve, au Real, au Barça, etc., à City. Le Portugal, c'est la même chose. Quel grand club européen n'a pas un bon joueur portugais dans ses rangs? C'est la formation de Benfica, de Porto, du Sporting, etc., qui a nourri le continent depuis un moment maintenant. Donc on le retrouve, ce talent, dans cette sélection. Est-ce qu'ils vont réussir à faire fonctionner ça avec Cristiano Ronaldo? En vrai, je sais pas, mais je suis trop content de le revoir, parce que Ronaldo, j'ai l'impression, c'est comme retrouver un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis un moment, parce que moi, je suis pas le championnat saoudien, je n'ai pas regardé un match du championnat saoudien. Donc depuis qu'il a quitté le foot européen, pour moi, c'est comme s'il avait pris sa retraite en vrai. Et là, on va le revoir dans un vrai contexte compétitif, sur des matchs à énorme enjeu, potentiellement des matchs qui peuvent continuer d'écrire sa légende. Si demain on a un Cristiano Ronaldo titulaire avec le Portugal en demi-finale d'Euro et qu'il y a ce match-là devant nous, c'est un match phénoménal historiquement, quoi. Donc à son âge, c'est extraordinaire. Ça me hype énormément. Toute la situation autour de l'Allemagne, ça je trouve ça hyper excitant. Mais ce Portugal-là, avec Cristiano qui est encore là, j'espère qu'il va pas se blesser, j'espère qu'il y aura pas un couac de dernière minute. Mais ça aussi, pour moi, ça fait partie des histoires à suivre avec un grand H du tournoi. Il est en forme. 15 buts. 7 passes décisives en 13 matchs en ce moment en Saudi League. Ah, l'expert du championnat saoudien. Je te dis, début en Ligue des Champions. En fait, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Lui, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a que l'intitulé qui a changé le continent. Sinon, la Ligue des Champions reste la Ligue des Champions. Il est là-bas avec son club Al Nassr. Il fatigue les gens, il claque des buts là-bas. Il va en championnat, il claque des buts. Il est au top de sa forme, le Cristiano Ronaldo en ce moment. Franchement, il est bon, il est intéressant. Donc oui, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas dans la belle histoire. Pourquoi pas peut-être qu'à l'intérieur de lui-même, il a peut-être une revanche personnelle à prendre, tu vois. Ça fait quand même quelque temps qu'on l'a pas mis sur les feux des projecteurs, tu vois. Il y a l'autre bandit de Miami, là, qui apparemment, j'ai vu des vidéos, il est à Disneyland, lui. Maintenant, il est à Disneyland, il n'a plus rien à faire. Il est en train de rouler dans des... Et ça, c'est dingue, parce que lui, il va jouer la Copa América au même moment, en plus. Donc, c'est ça, c'est pour cela. On a peut-être un monde où on a une finale, parce que la Copa América, elle se joue aux États-Unis. La finale, elle est à Miami, justement. Ouais, c'est incroyable, voilà, comme par hasard. Je viens de faire la connexion. Et on pourrait avoir un monde où on a finale d'Euro le 14 juillet, là, genre 17h ou 20h, ou je sais pas, c'est quoi l'horaire, finale d'Euro avec Cristiano Ronaldo, et genre 3 heures plus tard, finale de Copa América avec Messi. À Miami en plus. T'imagines l'enchaînement, enfin, il y a un potentiel de storyline qui est pas fini. On pensait qu'autour de ces deux gars-là, c'était fini. Maintenant, c'est bon, on pouvait passer à autre chose. Et en vrai, on a peut-être une nouvelle histoire à écrire dans 6 mois, donc c'est dingue. Non, t'as parfaitement raison. Et tu sais qu'est-ce qui est le plus fou, en fait? C'est que chacun a son destin, malheureusement. Il y en a un qui, si tu regardes bien, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Parce que pour arriver au sommet de la Coupe d'Europe, pour aller gagner cette coupe-là, il va falloir passer par différentes équipes qui sont très difficiles à battre. Alors que de l'autre côté, franchement, si les gars, ils sont motivés, ils peuvent porter Messi jusqu'en finale. Si les gars, ils sont déter. Surtout que là, je comprends pas. C'est le Brésil le plus nul de l'histoire des Brésiliens en ce moment. Ouais, c'est clair, je sais pas ce qui leur arrive. Ils sont quoi? Ils sont 5e de leur groupe de qualif pour la Coupe du Monde ou un truc comme ça? 5e, 6e, un truc comme ça. Voilà, c'est quand même, c'est étonnant, quoi. D'habitude, c'est Argentine-Brésil, Brésil-Argentine, quoi. Moi, je comprends pas. Donc, là, en ce moment, je te dis, il n'y a pas de Neymar. C'est un Brésil qui est en reconstruction, qui se cherche et puis tout ça. Mais si, ouais, effectivement, je pense que s'il y en a un, en tout cas, qui normalement, c'est quand la finale? Le 14 juillet ou le 15 juillet? 14 juillet. S'il y en a un qui le 14 juillet devrait être là, c'est peut-être Léo Messi. Maintenant, incroyable. Cristiano, bonne chance. Mais oui, le Portugal a une très belle équipe et j'ai hâte de les voir. Franchement, effectivement, ils ont des top talents, quoi. Léao, João Félix. Ils ont trop de bons joueurs. J'ai même pas dit Léao, c'est clair. Tu vois, c'est pour dire. Non, ils ont trop de bons joueurs. Ils ont que même les Vitinha, là, ils sortent du banc, ils peuvent être pertinents. Ouais. Otavio, derrière le jeune défenseur central de Benfica, Antonio Silva. Silva, tout à fait. 1 million de gars. Il y a vraiment trop de talent au Portugal. Donc, en tout cas, ça, c'est mon top 5. Je dirais Allemagne 5, Espagne 4, Portugal 3, France et Angleterre un peu à égalité pour la première place. Mais vas-y, pour pas trop porter le mauvais œil, je vais dire France 2 et Angleterre 1. Toi, tu dirais la même chose ou est-ce que tu as d'autres équipes qui te viennent en tête? Les champions d'Europe, ils sont où? Bah ouais, c'est une bonne question. Hein. Ils sont dans le chapeau 4. Oui, mais voilà, c'est eux les vrais outsiders à chaque fois. Ça c'est clair. Ils sont là dans ma colonne outsider Italie.
Moi, il me stresse cette équipe-là, en fait, parce que eux, en fait, voilà, eux, ils savent faire que ça. Ils savent faire que ça, en fait. C'est là où tu les attends pas, qu'ils vont aller s'en sortir. Tu vas voir Spinazzola va venir comme à l'Euro passé, d'être à faire des débordements qu'on va pas comprendre. Non, mais c'était incroyable. Locatelli qui était au milieu de terrain à bluffer les gens pendant que Marco Verratti était en pause. Mais, franchement, je suis désolé. Moi, je comprends que l'Italie est dans un chapeau numéro 4. Les qualifications ont été compliquées, ils sont qualifiés à la dernière journée. D'ailleurs, c'est assez compliqué quand même. Hein. Le monde a vraiment changé. Maintenant, tu gagnes la coupe et on te demande de te requalifier. Franchement, c'est un délire que je capte toujours pas. C'est un délire que je capte absolument pas, en fait. Tu es champion, viens défendre ton titre. T'as pas à te requalifier. Donc les Italiens, ils se seraient pas qualifiés, ils auraient pas été là. Ouais, c'est ouf. C'est like, je comprends pas, en fait. C'est un truc que vraiment je capte pas. Mais bref, l'Italie, je ne sais pas. C'est l'Italie et ils ont un nouveau coach. C'est ça. Ils ont un nouveau coach. Un gars qui a gagné la Serie A. Un bandit. Franchement, un bandit. Moi, quand je regarde ça, je me dis, non, il y a aucune raison. Il y a aucune raison aujourd'hui que les Italiens ne soient pas une équipe qui soit dans le top 5. Voilà, je suis désolé. Moi, l'Italie, je les mets dans le top 5. Quitte à sortir dans ton classement, les Allemands, d'ailleurs. Les Allemands. Ouais. C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux de sortir l'Allemagne, hein, et puis voilà. Vu les résultats récents. Non, ouais, l'Italie, c'est une position très très intéressante. Ils se qualifient de justesse alors que t'es champion d'Europe en titre. Eux aussi, ils ont en vrai des trucs à se rattraper parce que même s'ils ont gagné le dernier Euro, leur dernière Coupe du Monde, enfin, il y en a pas en fait. Ils ont raté les deux dernières. Ça, c'est assez compliqué dans le football italien ces derniers temps. Ça, je suis tout à fait d'accord. Que l'Italie ne se qualifie plus à la Coupe du Monde, ça, c'est assez grave. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a un changement de vibe. Tu vois, quand tu regardes leur dernier match, tu vois les réactions à la fin de la rencontre, tu vois la manière à laquelle, tu vois l'émotion, enfin, en fait, entre le coach et les joueurs. Pour moi, il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison que cette équipe italienne-là ne soit pas capable sur une compétition. Ils sont très forts, eux, sur ces affaires-là. En fait, c'est quoi? C'est 7 matchs. C'est 7 matchs, en fait. C'est 7 matchs. Et les Italiens, ils sont capables d'arriver déterminés pendant 7 matchs. D'arriver en finale, Chiellini tire le maillot de Saka ici. C'est un scandale, ça, franchement. Ça, c'est des trucs où Chiellini devait être suspendu à vie. En fait, il a gâté la finale des Anglais. Juste parce qu'il est plus intelligent, il est plus roublard, il est plus ancien, en fait, tu vois. Ils ont toujours cette bonne balance-là. T'as des joueurs aussi qui reviennent en forme en ce moment. Un Chiesa qui revient en forme. J'espère qu'il va pas se blesser et tout. Donc, moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire que, oui, les qualifications ont été compliquées, mais il y a peut-être un changement au niveau du football italien. Pas de Tonali aussi pour eux, avec son affaire de suspension. Donc, ouais, ça c'est dommage. C'est dommage pour lui déjà, pour la saison, déjà avec Newcastle, une belle saison qui s'annonce en ce moment, qui est très excitante, et l'Italie aussi. Mais bon, après, voilà, je pense qu'ils manqueront pas de joueurs capables au milieu de terrain de ramener ce qu'il faut, tu vois. Non, l'Italie c'est clairement à suivre aussi. Et moi j'aurais dit un petit mot pour la Belgique parce que la Belgique, position intéressante aussi. Il y a beaucoup de sélections qui ont changé de coach récemment. Depuis que Tedesco est là, depuis que Martinez est parti, ça se passe super bien pour eux. Ils ont plutôt renouvelé, c'est pas la même génération dorée qu'à l'époque, mais ils ont ramené des petits jeunes. On a les Johan Bakayoko, Arthur Vermeeren, Aster Vranckx, Amin Al-Dakhil qui ont été testés récemment, donc ça, tous entre genre 18 et 21 ans, donc ça c'est intéressant. Et puis avec la Belgique, il y a plusieurs histoires, mais il y a Jérémy Doku. L'ascension de Jérémy Doku, pour moi, c'est un des trucs de la saison, de ce début de saison 2023-2024. Donc même à l'Euro, je me souviens qu'il avait été pas mal, hein, sur ses entrées en jeu contre l'Italie en quart de finale, si je me souviens bien. Il y avait eu des enchaînements de dribbles, voilà, le danger était venu de lui. Donc il y a ça, qui moi m'intéresse beaucoup. Il y a Romelu Lukaku qui reste sur la Coupe du Monde. Là, en NBA ils ont Shaq Tenoful, le résumé des actions ratées où on se moque des joueurs et tout. Voilà, Lukaku et toute sa vie il va être dans des compilations comme ça après sa Coupe du Monde au Qatar. Mais il a fini la phase éliminatoire de qualif pour l'Euro avec 14 buts. C'est le record historique de tous les temps pour une phase de qualif. Donc pour l'Euro. Donc peut-être Lukaku qui revient très très fort, avec la Roma en plus, etc. Donc ça c'est intéressant. Il y a Kevin De Bruyne qui est bon, là il est blessé, mais il devrait revenir à temps. On a parlé de Doku, mais tu as aussi Openda, ça se passe pas mal pour lui à Leipzig. Trossard, toujours kiffant à suivre.
Donc ouais, je pense que typiquement une équipe qui a beaucoup de choses à se faire pardonner et qui pourrait arriver un petit peu plus masquée tout en étant pourtant dans le chapeau 1. Donc potentiellement avec un groupe pas trop mal et tout. Voilà, j'aurais peut-être un petit œil sur la Belgique. Yeah, je regardais effectivement, ouais, j'avoue que si tu as Openda, tu as Lukaku, tu as encore des anciens comme Carrasco, tu as le petit Bakayoko, dont tu m'avais parlé en plus en début de saison. Trossard, tout ça, c'est une belle équipe. Et puis effectivement, enfin du changement, Dakhil, Théâtre, ouais, Arthur Théâtre. Théâtre. Il y a enfin du changement, quoi, tu vois, le fait de ne plus voir des Vertonghen, des Alderweireld. Bah, il était quand même titulaire au dernier match, donc ouais, ça c'est un des trucs qui m'inquiète un petit peu. Franchement, fais jouer Faez, tu vois, fais jouer des boys comme Faez, tu vois, mais faut qu'il se gère, je sais pas moi, parce que franchement, parce que ça fait trop longtemps que cette génération-là ne s'est pas gérée. Donc à un moment donné, il faut peut-être donner changement de génération. Voilà, il faut donner à ces jeunes-là, ils sont même plus si jeunes que ça, tu vois. Un boy comme Faez de Leicester, il a quoi, 25 ans et tout, donc c'est des boys qui vraiment ils ont déjà une certaine expérience. C'est à eux maintenant de prendre les rênes de l'équipe. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette équipe de Belgique là, c'est qu'elle aussi elle reste très imprévisible, tu vois. Ça reste j'ai envie de dire pas un outsider. Mais bon, on sait jamais avec eux, tu vois. On se dit bon, est-ce qu'ils vont le faire eux aussi à un moment donné ou pas? C'était un peu ce qu'on pensait du Sénégal pendant très longtemps, en se disant que c'est toujours des belles générations, mais ça gagne pas, en fait, ça peut aller en demi-finale, ça peut aller en finale, mais à un moment donné, on a réussi à break the curse. Est-ce que les Belges vont réussir à le faire? Je sais pas, on va voir si Kevin De Bruyne finit par revenir de vacances. Parce que moi, je comprends pas. Ouais, ce serait bien qu'il revienne de vacances, franchement. Je sais pas, en fait, lui, il s'est blessé. Premier match, après 20 minutes, depuis lors, on le voit à Abu Dhabi, à machin, il fait des grands prix, tout ça. Kevin, reviens. les gars, on a même oublié, en fait, j'avais oublié à un moment donné, j'ai regardé City, je me suis dit, j'ai oublié que Kevin De Bruyne, il joue encore au foot, en fait. Il se fout de qui, lui? En fait, il est où? Il est censé être à son prime. Il revient pour les moments clés. Février, mars, avril, mai, juin, 5 mois au top. Ça, en vrai, moi, ça me ferait kiffer de voir Kevin De Bruyne soulever un grand trophée, potentiellement postuler au Ballon d'Or s'il y a victoire de la Belgique à l'Euro, City fait une grande saison encore. Donc, et puis être bien entouré aussi, tu vois, de Kevin De Bruyne bien entouré, d'un Trossard en forme, d'un Doku en forme, d'un Lukaku qui claque des buts, d'un Openda qui peut sortir du banc à tout moment et puis venir et puis finir un match, tu vois. Franchement, ça fait changement, tu vois. Et puis même offensivement parlant, pendant des années et des années, moi c'est vraiment un boy, il a beaucoup de baraka et chacun sa chance dans la vie, mais un boy comme Batshuayi, t'as l'impression que c'est un taulier dans cette équipe-là, en fait, alors que son efficacité, elle est nulle, tu vois. Donc, je suis désolé. Aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, avoir un petit comme Openda, tu te dis, ok, si Lukaku il fait pas son match, là t'as un bon backup. J'allais dire Lude Bakio. Luke Bakio, à cause de Adebayo, j'avais le joueur de basket. Même des boys comme ça, tu vois, c'est des petits qui sont en train de postuler, en fait, dans cette équipe de Belgique là. Donc moi je vois bien une bonne balance entre expérience, donc Kevin De Bruyne qui a encore des choses à prouver, qui peut leader cette équipe là offensivement, et puis tous ces jeunes là autour de lui, avec Romelu Lukaku aussi. Donc hâte de voir ce que ça va donner l'équipe nationale de Belgique. Mais oui, belle équipe à suivre aussi, mais définitivement pas dans le top 5. Pour l'instant, on a parlé des gros morceaux. Pour finir, j'ai fait quelques petites recherches supplémentaires et si tu veux ajouter un truc, tu me dis. Mais pour présenter aux gens peut-être les équipes un petit peu du tier en dessous, du rang en dessous, qui sont toujours intéressantes à suivre à l'Euro. Celle qui est pas vraiment à suivre, pourtant c'était une des très très belles histoires du dernier Euro, ça jouait super bien, c'était un peu l'équipe de cœur de tout le monde, c'est le Danemark, mais depuis l'Euro 2021, la Coupe du Monde, ils ont été dramatiques, et depuis, c'est pas ouf du tout, dans leur groupe de qualif, ils sont qualifiés ric-rac en perdant 3-2 contre le Kazakhstan, 2-0 contre l'Irlande du Nord là au dernier match, Saint-Marin par exemple, vaincu très très péniblement 2-1, le Danemark a vraiment régressé. La Roumanie par contre, ça c'est un truc, la Roumanie ça fait un moment qu'on les a pas vus, et ils ont été invaincus, ils sont sortis invaincus de leur groupe de qualif, dans un groupe qui est pas si évident que ça pour la Roumanie. Il y avait la Suisse, il y avait le Kosovo qui est pas si facile, Israël qui est encore en play-off pour potentiellement se qualifier, et 6 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Ils ont pas vraiment de stars en Roumanie, il n'y a pas de top talent, les joueurs les plus connus, en vrai, le joueur le plus connu c'est peut-être celui que tu avais mis dans ta draft Serie A, Dragushin du Genoa, mais sinon il y a genre Yanis Hadji, le fils du grand Hadji,
Voilà, il y a pas de grande star, mais ça défend bien. Ils ont encaissé 5 buts en 10 matchs et ils sont chapeau 2 en plus, grâce à leur belle perf en qualif. Donc peut-être un petit truc autour de la Roumanie, comme de la Hongrie aussi que j'aime bien, parce que Szoboszlai qui est top niveau. La Hongrie, ça peut toujours poser des petits soucis. On l'avait vu au dernier Euro où ils avaient fini dernier, mais c'était dans le groupe France, Allemagne, Portugal, et ils avaient fait nul contre l'Allemagne, nul contre la France. En 2016 aussi, ils s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale avec ce match nul épique contre le Portugal, justement 3 partout. Il manque un petit peu de talent, mais il y a Szoboszlai et la Hongrie, je pense que ça peut être une des petites équipes sympas, comme l'Autriche aussi, qui apparemment joue très bien. J'ai pas trop suivi le truc, mais bon, l'Autriche pour moi c'est un peu Red Bull quoi, c'est Salzbourg, donc il y a cette filière là, il y a pas mal de joueurs de Leipzig aussi, la connexion avec la Bundesliga, et ils sont coachés justement par Ralf Rangnick, l'architecte du Red Bull. Donc apparemment, temps, hein, maintenant qu'on lui a donné le temps, sûrement, c'est sûr qu'il doit faire du bon travail. Ouais, je pense typiquement en sélection. Comme c'est un petit peu plus une sorte de projet avec de la détection, de la formation, tu peux construire une identité, etc. Peut-être plus que quand il était genre quasiment intérimaire à Manchester United ou un truc comme ça. Donc Rangnick, apparemment l'Autriche de Rangnick est kiffante. Ouais, donc ça c'est pas mal. Et peut-être deux dernières, l'Albanie qui a apparemment une histoire un peu sympa en phase de qualif, qui est sortie un peu de nulle part et qui va participer à l'Euro pour la deuxième fois seulement d'un tournoi majeur d'ailleurs. Ils n'ont jamais fait la Coupe du Monde. Donc l'Albanie peut-être comme à une époque la Macédoine du Nord, je sais, deux pays qui entretiennent des relations assez tendues, mais comme la Macédoine du Nord au dernier Euro où c'était une des équipes plutôt intéressantes à suivre. L'Albanie là qui est coachée par Silvino, ancien coach de l'OL. Apparemment, ça pourrait être sympa. Et enfin, peut-être... moi, je suis déçu pour la Norvège, forcément. La Norvège de Haaland, d'Odegaard, c'est vraiment dommage qu'ils y soient pas. Qu'ils aient été dominés par l'Écosse de McTominay, qui, je doute que ça nous propose grand-chose d'intéressant ou de plaisant devant notre écran. L'Écosse, en général, c'est pas les meilleurs matchs des compétitions internationales. Mais il y a la Turquie a battu la Croatie, a battu l'Allemagne au dernier match amical. Ils ont changé de coach aussi. Ils ont Montella, un Italien, donc ex-Roma, etc. Légende de la Roma. Montella, ça fait longtemps, c'est le coach lui. de la Turquie. Ouais, donc un petit changement là aussi. Et est-ce qu'ils peuvent enfin être l'équipe surprise ? Parce que en 2020-2021, là, ça devait être l'équipe surprise de cet Euro-là. Et ils avaient été désastreux, ils avaient perdu leurs 3 matchs et ils avaient été éliminés donc dès le premier tour. Donc ouais, peut-être un truc à suivre autour de la Turquie. Il y a quelques autres équipes, mais voilà ce que je dirais grosso modo. Ouais, j'en perds mes mots en fait. Ça me turlupine en fait dans ma tête. Ça c'est un beau mot. Non, tu as nommé genre 25 000 équipes, tu n'as pas dit les Pays-Bas. C'est vrai. En fait, toi, les Pays-Bas, là, c'est comment c'est comment, en fait? C'est pas parce que, bon, je veux dire quand même les non, c'est vrai, ils sont un peu dans la position intermédiaire. C'est pas une petite nation, quand même. C'est exactement. Mais en même temps, je suis pas hyper hypé par les Pays-Bas. Ok, ils sont sortis de leur groupe de qualif, mais en perdant 2 fois contre la France, en n'étant pas exceptionnel. Xavi Simons, ça m'intéresse. Ouais, c'est un peu comme l'Allemagne où il n'y a pas de neuf et il y a quand même beaucoup moins de talent que l'Allemagne. Donc il y a Gakpo, il y a 2-3 joueurs et tout. Et j'aimerais que ça se passe bien. Moi, voilà, je kiffe les Pays-Bas. Je sortirai mon maillot orange pour les matchs et tout. Mais ouais, je sais pas. Bah toi, t'en penses quoi des Pays-Bas ? Moi, les derniers souvenirs que j'ai de cette équipe-là, ils sont pas très bons. C'était le premier match de Coupe du Monde, c'était il y a presque 1 an. Un match où les Sénégalais avaient bien joué. En 10 minutes, les Néerlandais sont venus, ils ont plié ce match-là, Cody Gakpo, machin, etc. Donc, partant de ce postulat-là, je me dis Cody Gakpo, quand je vois ce qui se passe à Liverpool, l'acclimatation elle a été peut-être un tout petit peu plus compliquée. Mais là, en ce moment, franchement, même la fin de saison passée, là, en ce moment, il se gère, le boy. Donc, il réussit à prendre ses marques dans cette équipe de Liverpool qui est encore une fois en train de se recalibrer offensivement. Il y a eu pas mal de changements, donc il y a des places à prendre. Donc Frenkie de Jong, il revient de blessure, là il est revenu automatiquement, brassard de capitaine et tout, donc je me dis voilà un autre leader dans cette équipe-là. T'as Virgil van Dijk aussi. Voilà, moi je trouve que t'as quand même une belle équipe des Pays-Bas. Normalement, Xavi Simons, il fait la saison de sa vie depuis 2 ans en fait, il est au top de sa forme. Lui, on dirait Saliba quand on l'a envoyé en prêt. C'est les boys, tu les envoies en prêt, ils sont trop forts, donc tu te poses des questions en fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai hâte de voir s'il revient au PSG, ce que ça va donner éventuellement, mais avec Luis Enrique, ça pourrait marcher. Mais bref, t'as quand même je trouve. Ah, c'est vrai. Il y a aussi Frimpong de Leverkusen qui a enfin été appelé, efficace. Même si c'est blessé au rassemblement. Donc non, mais
J'aurais toujours un C'est œil pas sur les zéro, quoi, Pays-Bas. en fait, je me dis, c'est pas zéro. Il y a moyen de faire peut-être quelque Non, chose. c'est Après, sûr, le c'est tirage sûr. peut changer, le tirage peut changer pas mal de choses. Vous êtes dans quel chapeau, là, les Néerlandais? Ils sont dans le Chapeau 2, il me semble. Chapeau 3. Donc, ouais. Chapeau En 3. tout cas, c'est sûr, dans Ouais. le chapeau 3, personne n'a envie de tirer les Pays-Bas. Et je crois personne n'a envie de tirer la Croatie aussi. Ça, c'est une dernière équipe dont on aurait pu parler un petit peu. Je pense un petit peu comme les Pays-Bas. La Croatie, c'est toujours un morceau. Ils sont jamais faciles à battre. Ils sont peut-être un peu vieillissants maintenant. Je pense on arrive quand même sur la fin de cette extraordinaire génération croate. Mais j'ai jamais envie de tomber contre la Croatie en vrai. Donc ouais, Ouais, j'ai je hâte de dirais ça voir, pour hein. finir. Franchement, eux aussi, j'ai hâte de voir. Il y a un changement aussi de génération. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais cette génération-là aussi, elle allait jusqu'au bout du bout, quoi. Franchement, ils ont tout donné. Ah Eux, ils ont ouais. vraiment. Eux, là, tu C'est sais beau, que, en fait, s'il y a une génération que tu peux ne pas être déçu à la fin, c'est eux. C'est vraiment, tu n'as pas de déception, quoi. Parce qu'on a dit génération dorée, Croate, Modric, Rakitic, machin, Perisic, les gars, ils ont tout donné, mec. Chaque compétition, ils étaient pertinents. Chaque compétition, ils ont été pertinents, notamment lors des Coupes du Monde. À la dernière, ils tombent encore une fois. Ils finissent 3e, non, si je me trompe pas. Les Croates sont toujours très, très surprenants. Donc, on va voir s'il y a des nouvelles pépites qui vont nous surprendre durant cette. Ouais, bah là, je regarde Euro. un petit peu l'effectif. Bon, il y a Gvardiol déjà, qui a émergé depuis la dernière, qui est le joueur, peut-être le joueur star maintenant, bah, avec Modric, on va dire. Sinon, parmi les jeunes, Soutalo de l'Ajax, qui a 23 ans, Lukas Susic, que je connais pas, de Salzbourg, 21 ans apparemment, qui est bien coté, donc on pourrait découvrir. Pareil, il y a un Martin Baturina, 20 ans, du Dynamo Zagreb, qui a genre, évalué à 15 millions. Hein. Donc voilà, il y a peut-être des petits gars comme ça, à suivre. Mais voilà, on pouvait pas finir sans ne pas dire un mot de la Croatie, qui est toujours là et en général toujours très très performante. Ouais, et puis dernier mot par rapport à deux attaquants qu'on verra pas, Lewandowski et puis Haaland. Voilà, c'est tout. Hein. La Pologne peut encore se qualifier, elle est en play-off. Bon, ah, ils sont encore en play-off. Ah bon, bah écoute, donc on va voir. Donc autant pour moi, on va voir ce que ça va donner. Et j'espère qu'ils vont réussir à se qualifier. Ils jouent contre qui déjà? Les Polonais, déjà, pour être sûr que s'ils doivent se qualifier ou pas. C'est une très bonne question. Là, c'est la dernière, là, pour Robert Lewandowski, essayer de nous bluffer un peu. Les Polonais ont souvent été assez décevants en compétition internationale. C'est assez dommage, parce que souvent, ils jouent l'Estonie. Ils jouent l'Estonie. Mais ça, c'est demi-finale. Donc, ils jouent l'Estonie, et après, ils joueront le vainqueur, parce que l'Estonie, c'est de loin la moins bonne équipe parmi celles qui jouent les playoffs. Enfin, c'est une des moins bonnes équipes parmi celles qui jouent les playoffs. Donc, je pense, normalement, la Pologne doit se défaire de l'Estonie. Et après, ils jouent le vainqueur de Pays de Galles, Finlande. Donc, ouais, franchement... je pense qu'ils sont les favoris, la Pologne. Ça se fait. Après, il ne faut pas que Timo Pukki vienne. Pukki joue encore ou pas? Pukki vient de fatiguer. Et sinon, il y a donc il y a 3 parcours de qualif pour les playoffs. Le premier, donc, c'est Pologne, Estonie et Pays de Galles, Finlande. Une de ces 4 équipes va en sortir. Le deuxième, c'est Géorgie, Luxembourg et Grèce, Kazakhstan. Une de ces équipes-là va en sortir. Et le troisième, c'est Israël, Islande, Bosnie et Ukraine. Avec potentiellement une finale de play-off Ukraine-Israël qui serait sacrément chargée géopolitiquement en ce moment. Mais voilà, c'est aussi ça l'Euro. Ouais, franchement, une Coupe d'Europe qui s'annonce assez intéressante. Franchement, ça va être très intéressant comme été. Hein. Je trouve on est quand même gâtés cette année, quoi. On a un gros enchaînement. Pensez aux joueurs de foot, essayez franchement de vous ménager, tu vois. Donc de temps en temps, si vous faites preuve de charisme, on vous pardonnera. Ménagez-vous, quoi, parce qu'on a envie que tout le monde soit à l'Euro et qu'il n'y ait pas de blessés d'ici là, quoi. Tu vois, on n'a pas envie d'avoir. Ouais, pour l'instant, on a Gavi et Tonali, je pense, et Haaland, Odegaard, mais voilà, parmi les absents majeurs. On espère que tout le monde sera au complet. Exactement. Voilà les amis, on espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire comment vous voyez un petit peu les choses pour cet Euro. C'est dans 6 mois, mais le tirage, au moment où sortira cette vidéo, c'est demain. Donc mettez-moi peut-être votre top 5 en commentaire. Et rendez-vous donc demain en live sur la chaîne pour ce tirage qui s'annonce pimenté. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à aller checker du côté de la chaîne de Stan pour la vidéo qu'on s'apprête à tourner là. Et rendez-vous très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Bisous.